tous. Voilà, on est en forme, là, c'est bon ça. Voilà. Bon, pas mal de choses à voir aujourd'hui, les amis. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez vu, hein, il est 18h05. On est déjà connecté, on n'a pas notre quart d'heure de retard habituel. On est comme ça, on est en avance. On aime vous surprendre. Bon, Donc aujourd'hui, résultat, il n'y a personne parce qu'ils ont tellement l'habitude qu'on ils ont démarre tellement une l'habitude demi-heure en qu'on arrive retard. une demi-heure après que les mecs, on arrive plus ou moins à l'heure. Ils sont plus là. Ils vont se connecter à 18h30. Bon, ça va, on a les premiers qui sont arrivés déjà. Bon, bonsoir à tous, pas mal de choses. Luce qui nous dit enfin le retour. Juga, bonjour Ruby Clio, bonjour à vous. Bon, bah voilà, ça y est, on a tous les premiers qui viennent d'arriver. Bon, bonjour à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui on a pas mal de choses à voir parce que vous vous doutez bien qu'avec l'actualité qui a en ce moment, les prévisions qu'a fait Olivier déjà depuis des années et puis ce qui se passe, bon bah il y a quand même deux choses qui collent, c'est que ce qu'il a dit est en train de se passer. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on a pas mal de dossiers à voir, Nord Stream, Crédit Suisse, bilan de l'Europe en chiffres, Banque d'Angleterre, le premier domino qui tombe, la lettre leak numéro 12 qui est sortie et qu'Olivier a publié il y a pas longtemps, enfin bref. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y en a un qui Olivier, me dit qu'il est noir chez moi et que j'ai plus d'électricité. Si, j'ai encore de l'électricité. Donc voilà. Qu'il se rassure, il y a toujours de l'électricité. Voilà. Donc bon, non. Euh, euh, bon, je te laisse la parole et puis je te laisse lancer un peu ce live et moi je montrerai l'extrait de la lettre leak un petit peu. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y avait dans cette lettre leak numéro 12 que tu as sorti il y a pas longtemps, qui est très complète. On fait le bilan de 30 ans hein, des traités de Maastricht. Oui, alors on fait un petit bilan parce que je rappelle quand même que au moment de Maastricht, nous avait vendu l'Europe sous la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire que à partir du moment où on allait lancer l'euro et en 2000, quand on allait commencer à avoir une Union européenne qui fonctionnait réellement, eh bien à ce moment-là, tout allait changer pour nous. On allait avoir de la croissance, on n'allait plus avoir de chômeurs, on n'avait plus de pauvreté en Europe, on n'avait plus de guerre en Europe. Ça me fait là maintenant doucement rigoler. Et donc tout allait bien se passer. On allait voir des choses extraordinaires. Bon, la réalité, elle est tout autre. On a perdu des places, on a reculé de façon assez extraordinaire. On était quatrième puissance mondiale, entre la troisième et la quatrième puissance mondiale à cette époque-là. Et maintenant, on est entre la septième ou la huitième, ça dépend de ce qu'on met dans les classements. Donc, on a été à ce moment-là, à cette époque-là, très fort en agriculture. On l'est plus. Maintenant, le comble du comble, c'est qu'on importe des matières premières agricoles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus autosuffisants, ce qui est quand même un comble pour la France, qui l'était très largement et qui était grande exportatrice. Bah, aujourd'hui, on importe et l'agriculture a perdu presque 1 million d'agriculteurs. Donc, enfin, on est vraiment sur vous avez une production industrielle, que ce soit en Italie ou que ce soit en France, qui s'est effondrée. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu une désindustrialisation de ces deux pays. Alors, le grand gagnant a été l'Allemagne, hein, jusqu'à très peu de temps. Aujourd'hui, je pense que ça va être le grand perdant de toute cette histoire avec l'Ukraine, puisque ils sont assez idiots pour avoir sanctionné leur principal fournisseur d'énergie. Or, je vous rappelle que l'industrie est évidemment grande consommatrice d'énergie et que eux, leur énergie provient à 55% de la Russie. Donc, ils se sont, alors c'est même plus qu'une balle dans le pied, ils se sont tirés une balle dans la tête, c'est-à-dire que aujourd'hui, le, le,
l'industrie allemande est au tapis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit les industriels allemands n'ont pas envie d'aller déposer la clé sous la porte, mettre la clé sous la porte, et à ce moment-là, eh bien, ils vont forcer leur gouvernement à reculer et à conclure un accord avec la Russie, soit ils ne le font pas. Et à ce moment-là, je vous dis, ils mettent la clé sous la porte pour les plus faibles. Les plus forts, tout simplement délocaliseront aux États-Unis, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, qui est quand même le principal intéressé dans cette histoire, puisque c'est lui qui pousse à la guerre, c'est lui qui probablement, même pas plus probablement, c'est lui qui, on peut le dire, a fait péter les Nord Stream 1 et 2. C'est lui qui a l'intérêt de le faire, le seul. Et donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer l'effondrement de l'Allemagne, ce qui va provoquer très probablement l'effondrement de l'Union européenne et de l'euro. L'euro d'ailleurs en pâtit tous les jours, hein, je vous le rappelle. On est passé là largement en dessous de la parité contre dollar. Et vous avez les industriels allemands, et puis les industriels d'ailleurs européens, pas que les Allemands, qui vont faire leur petit bagage et qui vont aller s'installer aux États-Unis. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, leur avantage, et ce qui est les conséquences de ce qui vient de se passer avec l'Ukraine et la Russie, c'est que eux, leur énergie est 10 fois moins chère que celle qu'on paye en Europe. D'accord? Donc évidemment, vous avez vu que les deux derniers trimestres, vous aviez une hausse de 45% des prix à la production en Allemagne. Pensez bien que aucune entreprise ne peut supporter ça. C'est pas possible. D'accord? Donc les entreprises aujourd'hui, elles font des pertes. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire pour celles qui en ont les moyens? Eh bien, elles vont déménager. Elles vont déménager aux États-Unis, ce qui veut dire que les États-Unis vont se réindustrialiser avec des boîtes étrangères, ok, mais ils vont se réindustrialiser et nous, on va continuer à désindustrialiser parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Aucune boîte au monde n'est capable d'encaisser le fait que sa note d'électricité, sa note de gaz va être multipliée par 10. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, vous allez avoir une fuite de ces sociétés vers les États-Unis parce que là, ils auront une note d'électricité et une note de gaz qui sera 10 fois inférieure. Donc, on est en train d'assister à quoi? À une bande d'enfoirés, il n'y a pas d'autre mot, qui sont les Américains et qui font tout pour détruire un concurrent, qui est l'Europe, en le poussant vers la guerre contre la Russie. Eux, ils n'auront pas de boys qui rentrera en sac poubelle, d'accord? Et en revanche, il aura bien étranglé et assommé les Européens, détruit l'euro au passage, et puis vous aurez la Russie qui en pâtira ou en pâtira pas. Pour l'instant, la Russie, vous savez, elle gagne beaucoup d'argent parce qu'elle vend quand même son gaz et son pétrole sur des niveaux qui sont plus qu'intéressants. Mais elle a aussi des difficultés, hein, faut pas se leurrer, c'est-à-dire que vous avez une partie, en tout cas, des sanctions qui pèsent un peu sur la Russie, mais qui pèsent surtout sur nous. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bon. Et je vous rappelle que M. Macron fait ça en toute illégalité, puisque je pense me souvenir un tout petit peu d'une petite partie de droit
publique et constitutionnelle, mais M. Macron, normalement, est censé demander à l'Assemblée les autorisations pour faire la guerre à un autre pays. Or, pour l'instant, c'est bien ce qu'on fait. Quand on envoie des armes à un autre pays, quand on envoie des gens de la DGSE dans un autre pays, on lui fait la guerre. D'accord? Or, cette guerre, elle a été décidée par personne, sauf Macron. Donc, faites attention à ça. On a un espèce d'adolescent attardé qui est en train de faire la guerre sans rien demander à personne, qui est en train de faire la guerre à la Russie. Si ça nous retombe sur la gueule, ce qui, à mon avis, ne va pas tarder, il faudra blâmer les seuls coupables sont ceux qui ont mis un bulletin Macron pour la 2e fois dans l'urne. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc, merci encore à tout cela. Oui, mon Sylvain. Alors, non. Tu as l'air pensif. Non, j'ai un petit décalage sur le son et l'image, c'est pour ça, pour moi, tu étais encore en train de parler. Alors, j'aimerais revenir du coup sur un élément, du coup, parce que du coup, tu parlais justement de Nord Stream dans la lettre leak. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore vu et qui n'avaient pas encore lu l'extrait de la lettre leak numéro 12 du mois de septembre, on va vous l'envoyer dans le Viens prendre ta claque de cette semaine. Le Viens prendre ta claque, c'est la lettre hebdomadaire qu'Olivier publie chaque semaine, qu'on envoie, on l'enverra très probablement mercredi. Inscrivez-vous, vous aurez l'extrait gratuit de la lettre leak d'Olivier. Je vous mets à l'écran un petit peu cette lettre. Et elle ressemble à ça. On parlait justement, et tu parlais des États-Unis, grands gagnants de cette guerre. On a, je sais pas si, si, je pense que tu l'as vu, le pont en Crimée qui a explosé il y a pas longtemps. On assiste du coup à un nouveau degré d'escalade dans les tensions, parce que là on partirait vraiment dans un vrai conflit. Hein. Là, ils font péter des ponts et tout, ça commence à prendre une autre dimension. Dans le même temps, tu parlais des cours du pétrole qui ont réaugmenté. C'est parce que justement, ils se sont mis d'accord avec les pays producteurs pour baisser la production de barils, ce qui a fait monter les prix. En gros, il y a l'Arabie Saoudite qui a, contrairement à ce qu'avait demandé Biden, les États-Unis, parce que Biden, il ne demande pas grand-chose, il demande son déambulateur, c'est tout ce qu'il peut demander. Contrairement à ce qu'avaient demandé les États-Unis, l'Arabie Saoudite a baissé de 2 millions de barils sa production. Donc, évidemment, vous avez un pétrole qui rebondit, mais en revanche, ce qu'il faut bien vous rappeler, c'est que nous avions annoncé, alors que le pétrole était à 120, nous avions annoncé, j'avais écrit dans une de mes lettres, que le pétrole irait entre 70 et 80 parce que les gens allaient prendre conscience qu'on allait rentrer en récession et qu'on était dans une récession qui allait être dure. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le pétrole a reculé en dessous de 80 jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite annonce annonce qu'ils allaient réduire de 2 millions de barils leur production. Et là, vous avez eu une flambée du pétrole, mais qui reste encore sur des niveaux qui sont largement en dessous de 100. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que, et je l'avais aussi écrit dans ma lettre, j'avais dit le problème, c'est que autant vous aurez dans les pays de la zone dollar, eh bien vous aurez un recul du prix, et il a bien reculé, puisqu'il est passé de 120 à 78,80, donc il a bien reculé. La seule chose, c'est que nous, on l'a pas senti le recul. Et pourquoi on l'a pas senti le recul? Tout simplement parce que pendant ce temps-là, l'euro se cassait la gueule de 20%. D'accord? Donc quand vous avez une baisse de votre monnaie et que le pétrole, je rappelle quand même, c'est quelque chose qui est payé en dollars et ça n'est pas payé en euros. Donc quand vous perdez 20% sur l'euro contre le dollar, vous payez votre pétrole 20% plus cher. C'est ça que ça veut dire. Donc il peut baisser de 20%. Vous continuez à le payer le même prix. Bon. Alors en plus de ça, vous avez cette espèce d'ahurie de Le Maire qui se met maintenant en col roulé pour ressembler à un gland.
cet ahuri de Le Maire fait des maintiens de prix, bloque les prix. On sait ce que valent ces blocages de prix. Les blocages de prix, je vous rappelle, c'est vous qui les payez. Hein, c'est pas le mec qui met de l'essence dans sa voiture. C'est vous les contribuables qui allez payer la différence. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des pénuries qui sont des pénuries organisées. La pénurie d'essence que vous avez aujourd'hui, c'est une pénurie qui n'est pas due à Monsieur Poutine. Monsieur Poutine, il veut bien nous vendre de l'essence, il veut bien nous vendre du diesel, Monsieur Poutine, il veut bien nous vendre du pétrole, Monsieur Poutine. C'est nous qui ne voulons pas. Donc, qui est-ce qui est à blâmer? C'est Monsieur Poutine ou c'est Monsieur Macron? C'est Monsieur Macron. Donc, c'est pas un autre. Donc, les histoires Nord Stream, moi, ça me sidère. C'est-à-dire que vous avez des grands spécialistes, hein, Nathalie Loiseau. Nathalie, c'est lunaire, ces tweets. Les tweets de Nathalie Loiseau, c'est lunaire. Je pense que le moindre piaf est moins con qu'elle. Elle est exceptionnelle. Bon. Et puis vous en avez d'autres hein, qui vous expliquent que c'est probablement les Russes qui se sont auto-attentés. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous pose la question. Si demain, vous avez 5 méthaniers en train de traverser l'Atlantique qui sont coulés, est-ce que vous allez vous poser la question de savoir si c'est pas par hasard les Américains qui les ont coulés? Non. À la télé, vous aurez, c'est les Russes. Bon, là, qui a intérêt à faire péter Nord Stream? Qui? Bah, les Américains, pourquoi? Si vous, pouvez pas penser 2 secondes que c'est les Russes, sérieusement. Les mecs, ils vont faire péter un truc qu'ils ont, pour lequel ils ont dépensé 20 milliards, alors qu'il leur suffit de fermer le robinet s'ils veulent pas nous donner de gaz. Hein. Je veux dire, non mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et donc les gars, ils sont là en train de se dire, alors peut-être que ça serait les Russes. Et c'est les Russes aussi qui ont bombardé leur pont qui leur permet d'aller en Crimée. Non mais franchement, c'est vrai qu'il y avait un manque. Sont exceptionnels. Faut les mettre dans le formol, faut les garder parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Bon, donc évidemment que ce sont les Américains. Ils l'avaient annoncé d'ailleurs, donc évidemment que c'est eux. Ils s'en sont félicités, donc évidemment que c'est eux. Pour nous fourguer leur gaz de schiste de merde, parce que c'est. Alors il n'y a rien de plus polluant que le gaz de schiste. Il n'y a rien de plus polluant. On s'en fout, vous me direz, c'est les États-Unis qui vont trinquer. Mais il n'y a quand même rien de plus polluant. Alors tous nos esprits écolos là, qui sont là en train de pleurer dès qu'il y a une vache qui pète, hein, je vous rappelle, parce que la vache qui pète, ça fait du CO2. Hein, voilà. Donc dès qu'il y a une vache qui pète, là, ça ne les dérange pas du tout que les Américains fassent péter un truc qui envoie du gaz dans l'eau et dans l'air, et qui est un gaz qui produit des gaz à effet de serre, etc. Mais là, ça gêne personne. On n'a pas entendu les écolos. On n'a pas entendu Greta Thunberg, qui est venue en disant « Ah, c'est une catastrophe ». Non, il n'y a pas de catastrophe écologique. Là, c'est pas grave, parce que c'est les Américains qui le font. Quand c'est les Américains, c'est toujours bien. Quand c'est Zelensky, c'est toujours super. D'accord? Il y a un moment, il faut vous réveiller, tous. Il faut vous réveiller, vraiment. Le type qui est à la tête de l'État est foncièrement nocif aujourd'hui. De notre État, hein, je ne parle pas des autres. De notre État est foncièrement nocif. Mais ça choque personne. On a un Alzheimer grabataire, dernier degré, qui ne sait plus où il est, qui ne sait plus ce qu'il dit, qui machin.
il est président des États-Unis et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Et les gars, ils sont en train de vous expliquer que le fou, c'est Poutine. Mais ça fait hurler de rire tout le monde. Donc, il y a un moment où il faut vraiment que les gens se réveillent, quoi. Ils ont élu un type qui est foncièrement nocif. Voilà. On continue à donner des sous à M. Zelensky. Les sous de M. Zelensky, ils n'arrivent pas dans la population ukrainienne. Les sous de M. Zelensky, ils arrivent chez Zelensky pour se construire des villas, si vous voulez. C'est pas du tout pour nourrir les populations bombardées ou machin. C'est rien à voir avec ça. D'accord ? Il faut bien en être conscient. Monsieur, dans le même genre, enfin c'est pas là le problème de Nord Stream ou de Zelensky. Monsieur Macron a promis à Monsieur Bill Gates 1,6 milliard. Est-ce que vous pensez que Monsieur Bill Gates a besoin d'1,6 milliard de la France? Non. Non. C'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que vous pensez qu'il a besoin qu'on lui file 1,6 milliard? Non, je pense pas. Je pense que c'est 1,6 milliard, il serait quand même plus intelligent de construire des hôpitaux, d'assurer notre sécurité, enfin, plein de choses. L'éducation, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de donner des sous plutôt là-dedans, plutôt qu'à M. Bill Gates, qui n'en a aucun besoin. Mais c'est M. Macron, ça. Donc, ce type doit être en prison. C'est le minimum. C'est parce que je suis à la télé que je dis ça, enfin sur une chaîne, parce que sinon, si vous saviez ce que je pensais, c'est pas la prison, c'est autre chose. Donc voilà, enfin, franchement, réveillez-vous, réveillez-vous. Ça va très mal se finir, cette histoire. Vraiment très mal. Donc, voilà. Alors, il y a un truc dont tu parlais justement dans tes prévisions dans la lettre Ligue de cette année, celle qui est parue en janvier, c'était tes prévisions choc pour 2022. J'ai un peu l'impression que c'était pas des prévisions, que c'était plutôt c'était plutôt la feuille de route de 2022 parce que tout ce que tu disais s'est passé. Quelle serait la suite possible, notamment sur l'euro, qui a atteint la parité? On est même en dessous de la parité, on est à 0,98, 99. Là, je pense que sur l'euro, c'est réglé. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors après, me demande pas à quelle vitesse ça va se faire, mais je pense que ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'au moment où les gens vont vraiment, réellement prendre conscience que leur euro vaut plus rien, ça peut aller extrêmement vite. Là, c'est déjà allé assez vite. Mais enfin, c'est quand même pas, tu vois, c'est pas un effondrement de 15% par jour non plus. Hein, donc, mais après, ça peut aller très très vite. Et je pense que un des premiers objectifs qu'on peut aller voir assez rapidement, c'est 0,85, ce qui fait quand même encore quelques pourcents. Hein, et dans un deuxième temps, pourquoi pas aller voir 0,5. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Je finis un peu quand même sur ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir si ils peuvent réparer. Alors visiblement, il y a en tout cas une partie qui a été réparée. Il paraît qu'ils peuvent envoyer du gaz par Nord Stream 2, mais savoir s'ils peuvent réparer ou pas. Et puis, évidemment, à quelles conditions financières ils peuvent réparer ou pas. Mais je vous ai dit, si vraiment ça coupe le gaz aux Allemands, sans mauvais jeu de mots, ça coupe le gaz aux Allemands, et bien à ce moment-là, croyez-moi, la récession va être extrêmement violente. C'est qu'on n'imagine même pas. Donc, et sans réelle possibilité, si vous voulez, d'avoir une action dessus, parce que là, vous pourrez baisser les taux, vous pourrez arroser. Alors, on a un petit problème. Ah oui, c'est bon.
Pardon? Non, non, ça avait frisé, ça avait coupé, mais c'est bon, c'est revenu. Donc c'est pas, vous ne pourrez plus relancer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'énergie, bah, il y a pas d'industrie, il y a rien qui sort des usines. Et à ce moment-là, fin de l'histoire. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en récession, et puis pas en récession, en petite récession, en récession comme on n'a jamais vu, en récession majeure. D'accord? Donc voilà, clôturer, pour clôturer Nord Stream. Et puis, attention, oui, à l'évolution du conflit, c'est-à-dire que il y a Nord Stream, il y a le pont de Crimée, là. Vous avez le fait aussi que Poutine, et de façon, à mon avis, assez intelligente, Poutine a fait ses référendums dans les 4 républiques du Donbass. Alors, évidemment, c'est ce que j'écrivais d'ailleurs dans la lettre avant les résultats du référendum. Je disais, il va faire un référendum, et en fait, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, l'Occident va dire que ces référendums sont pas valables. Mais en fait, l'idée derrière, il s'en fout de savoir si c'est reconnu par la France ou si c'est pas reconnu par la France, etc. Il s'en fout complètement. Le problème, c'est que à partir du moment où ces républiques font partie de la Russie, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que si ils reçoivent un missile là-dessus, c'est le territoire russe qui est attaqué. Et à ce moment-là, c'est une déclaration de guerre. Et en fait, l'opération spéciale, qui était jusqu'à maintenant une opération spéciale en Ukraine, se transforme en guerre. Et évidemment, si par hasard c'est des Occidentaux ou avec du matériel occidental, etc., que c'est tiré, eh bien à ce moment-là, c'est une guerre. C'est une déclaration de guerre, en bonne et due forme. Et donc là, c'est pas la même chose. Parce que là, c'est pas les mêmes moyens. Là, aujourd'hui, il a envoyé une partie de son armée, évidemment pas la totalité. Donc, c'est pas du tout. Il a engagé finalement très peu de moyens. Donc, attention à ça. C'est pas. Là, le fait est que son truc juridiquement tient très bien la route. C'est-à-dire que là, ça n'est plus une république à qui il vient en aide, c'est directement la Russie qui est attaquée. Et là, ça peut ne pas être la même chose. Alors, ce que je dis dans ma lettre aussi, et qui à mon avis, pourrait parfaitement arriver, c'est que je dis maintenant quelle va être, alors là, il est en train, paraît-il, de bombarder toutes les infrastructures en Ukraine, mais quelle peut être la réponse? Moi, ce que j'ai écrit, alors, je vais dire, je ne suis pas, un général de l'armée russe, donc je ne sais pas évidemment ce qui va se passer. Mais moi, ce qui m'amuserait beaucoup, je vais vous dire, parce que ça serait pour moi une réponse du berger à la bergère, qui en plus aurait l'avantage de ne tuer personne, et surtout pas de civils, mais qui aurait l'avantage pour le coup, d'être une excellente réponse aux États-Unis, ce serait d'aller bousiller à coups de torpille les câbles Internet sous-marins, parce que là, ça coûterait extrêmement cher à qui? Bah, aux GAFAM. S'il n'y avait plus d'Internet, je peux vous dire que les Google, les Facebook, les Twitter, que sais-je encore, seraient dans la mouise avec des milliards en jeu, et que ça aurait l'avantage de ne tuer personne,
et ça aurait l'avantage surtout d'être une excellente réponse aux Américains et de les faire couler. Et ça m'amuserait beaucoup. Voilà. Alors je sais que je ne vais pas me faire que des copains. Notamment, je ne vais pas me faire copain avec qui? Avec Nathalie Loiseau. Mais je vais vous dire un secret, je m'en fous totalement. Voilà. De ne pas être copain avec Nathalie Loiseau, parce que ça doit être... Passer une soirée avec Nathalie Loiseau, ça doit être intellectuellement un enfer. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Trop généreux. Mais tu es trop magnanime, c'est ça ton problème. Bon, maintenant que tu t'es fait ennemi avec toute la France, parce que t'as voulu dire ce que tu pensais. Est-ce qu'on Voilà. parlerait pas de la Banque d'Angleterre, le premier domino qui tombe? T'en parlais dans la lettre leak numéro 12 du mois de septembre, donc c'était le quatrième point que t'abordais dans la lettre, hein, Banque d'Angleterre, le premier domino tombe. Le but, en fait, dans cette partie-là, c'était d'expliquer un petit peu ce qui se passait au Royaume-Uni. Ils sont dans une situation qui est extrêmement compliquée. La Banque d'Angleterre, en gros, est en train de racheter des obligations parce que les taux de la dette anglaise explosent à la hausse. On flambait. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, un, ce qui se passe là-bas, et deux, ce qui pourrait se passer en Europe? Parce que ça pourrait se calquer sur ce modèle-là Ouais. chez certains pays de l'Europe du Sud. Alors en gros, c'est ce que j'annonce depuis longtemps, c'est-à-dire de dire que évidemment les banques centrales n'ont pas de rétropédalage possible et la Grande-Bretagne en est le premier exemple. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand la banque centrale n'est plus là pour acheter massivement les obligations et donc maintenir les taux proches de zéro, ce qui se passe actuellement dans toutes les banques centrales, elles ont annoncé qu'elles arrêtaient les quantitative easing et qu'elles entraient dans une phase de remontée des taux. Donc évidemment, comme d'habitude, en total contre-pied, puisque nous sommes en récession. Qu'en récession, normalement, dans un cycle classique, qu'est-ce que font les banques centrales? Eh bien, elles baissent les taux, elles rendent le crédit plus facile pour relancer la machine. Là, aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans une récession extrêmement forte. Et là, qu'est-ce que font les banques centrales? Elles montent les taux et elles durcissent les conditions de crédit. Donc évidemment, on va à l'envers. Bon. Ce qui va se passer, donc je l'écris, je l'annonce depuis des mois et des années même, je dis, vous n'avez pas la possibilité, quand vous êtes une banque centrale aujourd'hui, de changer de politique. C'est pas vrai. Alors vous pouvez faire de la com, vous pouvez dire que vous allez le faire, vous pouvez faire semblant pendant un moment de le faire, mais réellement vous ne pouvez pas le faire. Le Japon l'a démontré, et aujourd'hui, la première à le démontrer, c'est qui? C'est l'Angleterre. Alors pourquoi c'est l'Angleterre? Tout simplement parce que Liz Truss, qui est une psychopathe, une vraie psychopathe, hein, elle a annoncé que elle voulait lancer la bombe atomique sur la Russie, et que même si c'était au prix d'une vitrification de la moitié du monde, c'était pas grave. Bon, donc c'est une vraie psychopathe. Et elle a annoncé son budget. Bon, sauf que son budget, c'était absolument n'importe quoi. Donc les marchés ont pris peur. Et comme ils ne sont plus régulés là pour le moment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la banque centrale, il n'y a plus papa avec son gros chéquier derrière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt qui sont, entre guillemets, redevenus libres, d'accord, ça n'est plus un marché administré. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont explosé. Vous êtes passé de 1,80 en l'espace de
quelques semaines, vous êtes passé de 1,80 à 4,5. Vous vous rendez compte du choc? Parce que c'est pas pareil hein, d'emprunter à 4,5 et d'emprunter à 1,80, c'est pas la même chose. Hein. Donc vous avez eu cette, on va dire, cette explosion des taux d'intérêt qui évidemment était absolument impossible à supporter. Et donc qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale anglaise, la BOE? Elle s'est mise à refaire du quantitative easing pour essayer de maîtriser cette hausse des taux et essayer d'appuyer à nouveau sur les taux d'intérêt. Donc, et croyez bien, alors c'est là que c'est intéressant, c'est que ce n'est que la première banque centrale à faire ça. La BCE va suivre et même la Fed suivra. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec la récession qu'on est en train de se choper, on ne peut pas supporter des taux à 4, à 5, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va nous faire sauter. On n'est pas aujourd'hui avec en plus le niveau d'endettement qu'on a, nous ne pouvons pas accepter des taux à 4, 4,5, surtout qu'on est en récession. Donc ça veut dire que les banques centrales ne vont pas supporter ça très longtemps et vont être obligées d'intervenir. L'Italie ne peut pas se permettre, avec son taux d'endettement, de rester avec du 4,5% de taux. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir de tels taux sur un taux d'endettement qui, quoi qu'il arrive, est largement supérieur à 100, puisqu'on vous vend un 120 en France, même pas un 118, je crois, en France, alors que si vous refaites les calculs et que vous les faites correctement, vous êtes plutôt autour de 150, 160%. Et 150, 160%, je vous rappelle que c'est le taux de 160% du PIB, hein, quand je dis ça, c'est le taux, c'est le niveau d'endettement qu'on avait en Grèce lors de la crise grecque en 2011. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Donc voilà. La BOE, c'est la première alerte. C'est eux qui retournent leur veste en premier parce que le marché tout d'un coup est parti. Mais vous aurez la même chose en Europe, vous aurez la même chose aux États-Unis, parce que aujourd'hui, les banques centrales ne peuvent plus se permettre d'avoir des taux à ce niveau-là, avec le niveau de dette qu'on a et avec la croissance, avec l'absence de croissance qu'on a. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous aurez à nouveau une baisse des taux d'intérêt. Alors vous allez me dire, oui mais ça va redonner de l'inflation. Mais tout à fait, ça va redonner de l'inflation. Mais le problème, c'est que je vous l'ai écrit aussi plusieurs fois. Quand vous avez un tel niveau de dette, vous n'avez pas le choix en fait. Vous avez deux solutions. Soit vous faites défaut, ce qui n'est pas très facile à vendre, ce qui n'est pas très facile à vendre au niveau de l'international, mais même au niveau de votre population, parce que vous décidez de les ruiner, de ruiner tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde a de la dette. Vous avez une assurance vie, vous avez de la dette, vous avez un produit bancaire, vous avez de la dette. Donc tout le monde a de la dette. Et donc vous ruinez tout le monde, absolument tout le monde, pas que M. Bernard Arnault. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques préféreront toujours que ce soit l'inflation finalement qui rembourse la dette, que ce soit l'inflation qui fasse baisser ce niveau de dette, plutôt que ce soit une décision de leur part qui consiste à dire je vais faire défaut sur la dette. Donc vous pouvez être certain que dans les mois qui vont venir, les banques centrales retourneront toutes leurs vestes pour à nouveau faire rebaisser les taux et pour à nouveau rentrer dans une période d'hyperinflation
sans aucune croissance, hein, on sera toujours en récession, sans aucune croissance, parce que là, je vous l'ai dit aussi 10 fois, l'inflation qu'il y a actuellement ne provient pas d'un excès de demande par rapport à l'offre, d'accord? Donc ne provient pas d'une forte croissance, mais provient uniquement des blocages en Chine et de l'impression monétaire qu'il y a eu depuis 10 ans. Donc voilà, donc on aura cette hyperinflation sans activité. C'est ça qui va être notre monde de demain. Récession et hyperinflation. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire au secours, fuyez. Bon, et ben écoute, face à tout ça, je vais vous montrer un petit peu un graphique du coup de la livre sterling. Elle a perdu effectivement du coup 18% cette année. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, hop, le graphique. Je vous ai mis sur MarketWatch ici, vous pouvez retrouver les données, hein, mais la livre sterling, comme le disait Olivier, elle a perdu 18,47%. Cette année, c'est pas terminé. C'est globalement un petit peu le scénario qui se profile. Alors attention, en Europe. elle a perdu 18,47% par rapport au dollar, hein, pas par Oui, rapport à l'euro. oui, oui. J'ai pris un graphique Attention à ça, GBP USD. Ouais. voilà, il y a vraiment un écart très fort. Elle a baissé par rapport au dollar. En revanche, alors, elle a aussi baissé par rapport à l'euro, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on est, je pense, à 1,14 autour là aujourd'hui. Faut que je regarde, mais oui. En fait, vu que l'euro a baissé aussi, bah en fait les deux n'ont pas trop d'écart entre elles. J'ai pris le dollar parce que c'est la monnaie entre guillemets la plus performante du moment et c'est celle qui fait un peu Oui, référence. je vais vous dire exactement le GBP par rapport à l'euro. On est à 1,13 950, donc 1,14. Donc on n'a pas baissé. Alors on a baissé, mais on n'a pas baissé dans les mêmes proportions que le dollar. En fait, avant ça, au mois d'août-septembre, début septembre, on était autour de 1,18, 1,19. On a baissé, alors on a eu une forte séance de baisse où on est allé jusqu'à 1,08 et là on est remonté à 1,14. Donc je veux dire, il n'y a pas c'est une baisse de 4 ou 5%. Ça n'a rien à voir avec la baisse du GBP dollar, quoi. Donc voilà ce que j'ai à dire sur l'histoire du Gilt. Mais il y a d'autres affaires qui sont intervenues en septembre et qui sont intéressantes, notamment le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, ça fait. Alors vous savez qu'il est en grande difficulté. Alors certains se sont aperçus aussi que la Deutsche Bank l'était aussi, mais il n'y a pas que la Deutsche Bank et le Crédit Suisse. Ça, c'est le premier message que je veux vous donner, c'est que ne croyez pas que c'est circonscrit à Crédit Suisse et Deutsche Bank. Voilà. Quasiment toutes les banques sont finalement dans le même état. Ça fait des lustres que je vous dis qu'il y a un problème avec les banques généralistes en Europe. Ça fait des lustres que je vous dis, quand je vous parle de banques privées en Suisse, que je vous dis surtout pas le Crédit Suisse et pas l'UBS. Bon. Il y a une raison à ça. Depuis des années, je vous dis, il n'y a eu absolument rien de fait depuis 2008. Donc les banques sont dans le même état qu'en 2007 et même dans un état bien pire. D'accord? Donc le risque est plus fort que celui qu'on avait en 2007. Je vous rappelle tout de même que depuis, nous avons eu des dizaines de stress tests que le Crédit Suisse a toujours passé brillamment. La Deutsche Bank aussi, d'accord? Donc c'est bien du foutage de gueule. Je vous dis depuis des années que les stress tests sont du foutage de gueule. Or là, vous avez deux banques qui passaient allègrement les stress tests. Vous avez eu Madame Lagarde qui, il y a plusieurs mois, disait les banques aujourd'hui sont dans
dans un état impeccable. Elles n'ont pas de risque. Il faut s'en rappeler de ça. Il faut s'en rappeler de toutes les conneries qui nous balancent depuis des années. Il faut s'en rappeler. Donc, elle nous disait, ça y est, les banques sont sorties d'affaires, on n'a pas de problème, les banques sont bien plus solides qu'en 2007. C'était faux, et je vous le disais. Alors maintenant, on est, je dirais, beaucoup plus nombreux à le dire. C'est rigolo. Hein? On a des grands spécialistes, vous savez, les résistants de la dernière heure, qui vous sortent des bouquins, qui disaient il y a quelques années exactement le contraire, mais qui aujourd'hui sont tous d'accord avec moi. C'est amusant. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Je passe. T'as mis ta petite pique, chacun trouvera. T'as mis ta petite claque et puis t'es parti, quoi. Ouais, non, mais bon. Donc, ces banques-là sont dangereuses, mais ce ne sont pas les seules. La Société Générale, c'est pire. Et d'autres sont pires. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Croyez pas que ce soit le grand soir. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il est assez probable que vraiment, si ils sont complètement à la ramasse, ce que je veux bien croire volontiers, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la FINMA qui va passer un coup de fil à l'UBS en disant écoute, tu te charges de ça, tu bouffes Crédit Suisse et je veux plus en entendre parler. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont cette croyance, alors je ne sais pas d'où ça leur vient, hein, peut-être de leur expérience personnelle, j'en sais rien, mais ont cette croyance que vous mettez deux mules ensemble et vous avez un cheval de course. Alors j'espère pour eux que c'est une expérience personnelle, mais je vous le dis, ça n'a jamais fonctionné. D'accord? Vous mettez deux mules, vous avez une grosse mule obèse. D'accord? C'est tout. Donc ça ne sert à rien. Ça sert juste à repousser le problème de quelques mois. D'accord? Et puis ensuite, vous avez la grosse mule obèse qui meurt du fait de son obésité. C'est tout. Voilà. Mais ne croyez pas que ça fonctionne. Donc, je vous dis, je ne sais pas ce qui a pu leur mettre ça dans la tête, hein, mais le fait est que ça ne fonctionne pas. Voilà. En tout cas, sur les banques. Après, bon, peut-être qu'un jour, en faisant faire un petit à 2000 obèses, on aura un cheval de course. J'en doute, mais pourquoi pas? Tout peut arriver. Donc, voilà. Donc, c'est le dernier point, c'est-à-dire on fait un pas de plus vers un écroulement systémique qui va faire que à un moment on piquera ce qu'il y a sur vos comptes. Donc faites attention, encore une fois, ne laissez rien en banque et il y a des moyens de s'en sortir, mais ne laissez rien en banque parce que on vous le piquera. On finira par vous le piquer, c'est une certitude. Vous avez vu, et ça vient conforter ce que je vous dis, la tentative pathétique de M. Bruno Le Maire, encore une fois, d'aller vers un contrôle de plus en plus important. Alors ça a été refusé, mais ça a été refusé, c'est reculer pour mieux sauter. Ils vont y arriver. Monsieur Le Maire qui a demandé d'avoir accès en direct à vos soldes bancaires. D'ailleurs, dans cette demande est incluse, pour la suite, un accès en direct à toutes vos opérations bancaires. Donc non seulement il aura le solde, mais il aura aussi les opérations bancaires.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, à partir de ce moment-là, il aura la main totalement sur vous. C'est-à-dire que une fois qu'on connaît le solde, une fois qu'on connaît les opérations bancaires, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur Bruno Le Maire ou avec Monsieur Macron, on peut vous empêcher, comme ça l'avait d'ailleurs été fait. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient de mon cerveau malade, complotiste, etc. C'est tout simplement la réalité. Souvenez-vous au moment de la montée des camionneurs sur Ottawa, sur le Parlement d'Ottawa, Monsieur Trudeau, qui avait, comme c'est un grand démocrate, ami de Macron, d'ailleurs c'est un petit peu un clone de Macron, Monsieur Trudeau avait saisi les avoirs, avait saisi les comptes des manifestants. Donc, vous n'avez réellement plus droit de propriété en France. C'est gravissime. C'est-à-dire que le droit de propriété, c'est la base, si vous voulez, de la démocratie. Si vous n'avez plus de droit de propriété, vous n'avez plus de démocratie non plus. Alors je sais qu'il y a encore des crétins qui vont nous dire mais t'as qu'à aller en Corée du Nord. Mais j'ai pas besoin d'aller en Corée du Nord. C'est déjà fait. On n'est plus en démocratie en France. Voilà. C'est pas parce que vous allez voter tous les 5 ans. Après, ils en ont rien à foutre de votre vote. Ils font exactement ce qu'ils veulent. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la conduite d'un État par le peuple. J'ai pas l'impression qu'on ait donné l'autorisation à Monsieur Macron de donner des sous à Monsieur Zelensky. J'ai pas l'impression qu'on ait donné à Monsieur Macron l'autorisation d'aller envoyer des canons à Monsieur Zelensky. J'ai pas du tout l'impression qu'on ait donné à Monsieur Macron le pouvoir d'envoyer des militaires en Ukraine, c'est-à-dire de déclarer la guerre à la Russie. À la Russie, pas au Sri Lanka, pas aux îles Féroé, si vous voulez. À la Russie. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Bon. Et aujourd'hui, qui est responsable de ça? C'est d'abord et avant tout les Américains, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi M. Macron, qui, je vous rappelle, n'a pas fait respecter les accords de Minsk, qui sont ce que demande M. Poutine depuis le début. C'est-à-dire qu'on arrête en gros de bombarder le Donbass, que M. Zelensky arrête de bombarder le Donbass et qui donne l'autonomie au Donbass. C'est-à-dire qu'ils puissent parler leur langue, qu'ils puissent... Enfin, je veux dire, c'est des trucs de base et qui ne se prennent plus de bombes sur la gueule. Donc, aujourd'hui, M. Macron, vulgairement, est un fouteur de merde. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bah, écoute, en parlant de ça, tu parlais de Bruno Le Maire qui demandait à avoir accès du coup à toutes les transactions, enfin au solde en tout cas bancaire de tous les comptes. Il y a une autre information qui circule. Tu disais qu'on n'est plus en démocratie, on est en Corée du Nord. Alors, je ne sais pas, hein, ça a commencé à circuler. Il y aurait l'idée qu'en fait, toutes les personnes qui seraient contre le discours officiel pourraient être susceptibles de recevoir des amendes. Tu sais, l'idée qui émanait de Glucksmann et qui a ensuite dérivé un petit peu. Et je lisais un article qui disait que maintenant, peut-être, ils envisageaient une loi du style si tu es contre le discours officiel, c'est-à-dire en gros, si tu propages ce qu'ils appellent de la désinformation, en gros, si tu as un discours différent de celui de BFM, tu pouvais te prendre une amende ou je sais plus quoi. Oui, On arrive vont, dans une société où tu n'as plus le droit de parler, quoi. C'est incroyable. mais bien sûr, ce qui est fou, c'est que les gens s'en rendent pas compte parce que c'est insidieux, c'est un fait. On est en train de se transformer en société à la chinoise avec un crédit, avec un crédit social. Je ne sais pas si tu as vu, comment il s'appelle? Oh, une espèce de... qui est sur CNews quelquefois, journaliste. Lequel?
je sais plus comment, je sais plus son nom là, ça me revient pas, qui disait il faudrait un crédit carbone. Ah, c'est Ben, des grands je tarés. veux dire, C'est mais des non, grands tarés. mais on peut aller super loin. On peut aller super loin. Et comme en plus l'État fait absolument tout pour avoir toutes tes données, etc., il va pouvoir te contrôler facilement. Tu vas à une manifestation une fois, deux fois. En plus, il peut voir ce qui se passe sur ton compte. Donc, si tu as acheté un billet de train pour te rendre à la manifestation, etc., il te coupe les vivres. Coupe les vivres. Terminé. Que ça peut être ultra facile et vous allez vous retrouver très vite dans un système dont vous ne pourrez pas sortir parce qu'ils vous contrôleront complètement. Donc, c'est vraiment. Enfin, je suis pas sûr que les gens se rendent compte très bien de la vitesse à laquelle ça va, de la dégradation de ce qui se passe, mais c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai toujours pensé que Macron était un imbécile, mais c'est pire que ça. Il est d'une nocivité qu'on n'a jamais vue. Parce qu'un crétin, c'est un crétin. Enfin, je veux dire, bon, euh, euh, c'est pas. Je vous parle pas simplement du gars qui nous augmente les impôts, etc. Là, c'est notre vie qui est en jeu. C'est beaucoup plus que une augmentation d'impôts ou une augmentation de taxes ou machin. On s'en fout, ça, c'est pas le sujet. On peut s'en remettre, on peut machin, on peut. Bon. Mais là, c'est vraiment une question de vitale. Vous êtes en train on est en train d'être soumis à un diktat européen de Madame von der Leyen qui n'est pas élue et qui fait absolument ce qu'elle veut, qui décide absolument ce qu'elle veut, d'un Macron qui ne convoque pas l'Assemblée, qui en a rien à foutre et euh, qui va, je vous dis, envoyer des armes, envoyer de l'argent, etc., en dehors de toute décision, de tout contrôle. Puis, de toute façon, vous n'avez pas de contrôle puisque vous avez les républicains qui votent en même temps que Macron, vous avez en fait tout le monde qui vote en même temps que Macron, donc il n'y a pas de réelle démocratie, vous n'avez absolument aucun contre-pouvoir. Vous n'avez absolument aucun contre-pouvoir. Même les journalistes votent comme un seul homme pour M. Macron, donc vous n'avez aucun contre-pouvoir. Et c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Enfin, tout ce que je vous ai annoncé est en train de se passer. Posez-vous la question. Je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, d'accord. Je vois pas, je vois pas dans l'avenir, je vois pas ce qui va se passer. Simplement, c'est d'une logique. C'est de la logique, c'est du bon sens, c'est tout. Et il se trouve que c'est assez étonnant. Donc, rendez-vous compte que là, les pénuries organisées, les hausses de prix formidables, les récessions et tout ça, c'est des trucs que j'ai annoncés. Tout ça, ce sont des trucs que j'ai annoncés. Déjà, il y a un bon moment. Donc, vous dites pas c'est Madame Irma, c'est simplement de la logique. Or, on voit très bien ce qui est en train de se passer. On voit très bien où il vous emmène. Et ça, c'est tout l'Occident. Pourquoi l'Occident fait la guerre? Posez-vous la question, pourquoi l'Occident fait la guerre? Est-ce que vous pensez que si tout allait bien, si on n'avait plus de chômage, si on avait de la croissance, etc., les gouvernements feraient la guerre? Non. S'ils font la guerre, c'est parce que ça va tellement mal chez eux
que vous avez de plus en plus de gens qui s'en aperçoivent et que les gens qui nous gouvernent commencent à avoir vraiment les chocottes pour leur tête, qu'elles finissent au bout d'une pique. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous distraient. Et comment vous distraire? Par la peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Et comment on fait? Parce que le Covid, maintenant, c'est un peu compliqué. Il n'y en a plus. Donc il y a encore quelques abrutis qui circulent avec des masques, mais enfin bon, c'est pas la grande majorité quand même, heureusement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a plus. Il y a plus d'épidémie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver autre chose pour faire peur. Et quoi de mieux qu'une belle grosse guerre nucléaire avec un gros méchant qui veut vous égorger avec son grand couteau et qui va venir jusqu'à chez vous. C'est ça, en fait, le truc. Parce que sinon, honnêtement, qu'est-ce qu'on va foutre en Ukraine? Qu'est-ce qu'on va foutre à faire des sanctions contre la Russie? Vous allez me dire, oui, mais les pauvres Ukrainiens. Oui, mais les pauvres Ukrainiens, fallait y penser en 2014 quand ils se faisaient bombarder la gueule par Zelensky. J'ai pas entendu beaucoup de gens à ce moment-là pleurer sur le sort des russophones du Donbass. Marrant, hein? Et quand l'Irak a été envahi par les Américains, j'ai pas entendu beaucoup de gens prôner des sanctions contre les Américains. C'est amusant. Pourquoi? Et contre la Syrie, et contre l'Afghanistan. Ils étaient où les gens là qui jouent les pleureuses aujourd'hui? La mère Loiseau là, elle tweetait à ce moment-là en disant que les Américains étaient des salauds, etc. Réveillez-vous! Les enfoirés, c'est bien les Américains. Ceux qui nous mettent dans la panade, c'est bien les Américains. C'est pas d'autres, c'est inutile d'aller chercher à droite à gauche. Sylvain le sait. C'est pas le Sri Lanka qui a bousillé Nord Stream 1 et 2. Mais qu'est-ce que t'en Voilà. sais? Qu'est-ce que t'en sais, hein? Ouais, tu sous-estimes le Sri Lanka. Je suis sûr que c'est l'équivalent de la DGSE du Sri Lanka qui a fait ça. Enfoiré. Non mais voilà, il y a un moment où il faut vraiment revenir les pieds sur terre. Vous avez les Américains qui ont des problèmes en interne, qui ont une dédollarisation de certains pays, qui ont une récession, qui font quoi? Ils font comme d'habitude. Voilà, déclenchent une guerre ailleurs pour que leur population regarde ailleurs plutôt que ce qui se passe chez eux. Bon. Et en plus là, cerise sur le gâteau, vu que l'euro est attaqué, vu que on s'est auto-privé, parce qu'on n'était pas obligé du tout, hein, on s'est auto-privé de nos ressources en énergie, et bien aujourd'hui, les Américains vont en profiter, je vous dis, pour se réindustrialiser, parce que les gens, les sociétés vont partir, parce qu'elles ne pourront pas continuer en Europe. Et donc, Monsieur Bruno Le Maire, encore une fois, va passer pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est, Sylvain ? Un grand intellectuel, apparemment futur président, parce que Macron préparait une Poutine-Medvedev. Apparemment, il pense déjà à sa réélection dans le futur. Et je sais pas si tu as lu cet article qui disait qu'il préparait soit un Édouard Philippe aux prochaines élections ou un Bruno Le Maire pour ensuite être lui réélu juste après, tu vois. Il est incroyable ce type. C'est magnifique. Franchement, s'il fait ça, ça serait... Bon, c'est fini déjà, je me dis, déjà en 5 ans de Macron, il reste pas grand chose. Dans 10 ans, je pense qu'il restera vraiment pas grand chose. Là, en 15 ou 20 ans, il restera plus rien. Là, il en est déjà à 10. Hein. Je rappelle qu'il a été ministre de l'économie avant, donc il en est déjà à 10. Là, on entame la 11e. Donc, c'est déjà 11 années de trop. Hein. Donc, voilà. Mais et puis, toute son équipe est pareille. Enfin,
C'est toute leur com, c'est lunaire. Ah mais Il y a le col roulé, ça m'a fait rire moi. Tu sais, ils sont tous arrivés mais en col roulé, Panier j'étais mort de rire. Runacher, Panier Runacher, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne Macron, aussi. Elisabeth Borne, mais c'est lunaire. Ces gens-là enfin, c'est des extraterrestres. C'est des extraterrestres. Il n'y en a pas un pour dire quelque chose d'intelligent. Jamais. Jamais vous pouvez ouvrir tous les tweets qu'ils font, vous pouvez écouter toutes les déclarations qu'ils font, il n'y en a jamais une d'intelligent. Jamais. C'est quand même, arriver à ça, c'est quand même merveilleux quand même. Hein. Il n'y a pas une phrase qu'ils prononcent qui ne soit pas une connerie. Et tu sais à quel point les types sont dans un trip totalitaire. Je lisais qu'ils se sont rendus compte en fait que sur les réseaux sociaux, il y aurait beaucoup de dissidence ou des gens qui sont pas d'accord et du coup ils appellent ça la désinformation ou je sais pas quoi. Et ils veulent créer alors une espèce d'unité. Moi je soupçonne le fait qu'ils veulent créer des espèces de faux comptes, tu sais, sur Twitter pour réinfluencer l'opinion. J'ai vu là il y a pas longtemps énormément de faux comptes qui se sont créés avec des profils du style Martine, retraité, vote Macron, européiste, et qui viennent ensuite insulter tous les mecs qui sont contre justement l'idéologie européenne débile, machin, nanana. Et je me suis dit, c'est des tarés, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent public pour aller faire la guerre sur Twitter. Ils sont complètement tarés, tu vois. Je me suis dit, ils ont que ça à foutre. Mais Mais non, tu sais, mais parce réellement, qu'ils ne supportent pas se faire allumer sur Twitter, alors ils ont créé une espèce de task force où ils vont attaquer des gens sur Twitter. C'est vraiment des ouf, tu vois. non, mais non, bien sûr que c'est effarant. Alors, il y a toute une caste en plus de journalistes complètement idiots du genre Montponté ou un truc comme ça, mais qui est débile, qui est débile. Faut voir le niveau des tweets. Enfin, c'est juste catastrophique. Et, euh, et ces types-là tweetent à longueur de journée mais des trucs, mais d'un niveau. Le type, un coup, il est médecin, un coup, il est géopoliticien, un coup, il est maréchal de France. Enfin, c'est pathétique de conneries. Dès que Zelensky prononce un mot, le gars, il est là pour le, le retweeter, etc. Enfin, c'est d'un niveau consternant, mais c'est le niveau actuel. Je veux dire, le problème, il est là. Il est que, au lieu de filer je ne sais combien de centaines de millions, voire de milliards à Monsieur Zelensky, Monsieur Macron ferait bien de s'occuper des profs, de nos enfants, parce que sinon, on est en train de créer de plus en plus de crétins. Voilà, donc je pense que il faut d'urgence. euh, donc il y a voilà, comme toi de la marche, un coup tu es médecin pour les vaccins, puis sur l'environnement, puis la finance mondiale, donc ferme-la, gros lard. Ben écoute, il s'appelle Super 8, mon pauvre garçon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne me prends pas pour un médecin, je ne me prends pas pour qui que ce soit, simplement lis mes écrits plutôt, ça te rendra un petit peu plus, enfin un peu moins con, plutôt qu'un petit peu plus intelligent, parce que la base est quand même pas très élevée, et tu verras, ça va mieux se passer. Et puis sinon, je te conseille un truc, hein, tu coupes simplement YouTube, tu vois, et puis tu vas regarder Hanouna, c'est à peu près de ton niveau, donc je pense que ça va mieux se passer. Donc voilà, quelquefois c'est déprimant. Euh, donc voilà, donc on est en train de on est en train vraiment, on est au bord du gouffre économiquement. Vous avez entendu très probablement ces derniers temps un autre iconoclaste qui est Nicolas Meillan qui
a fait plusieurs interviews pour vous expliquer ce qui se passe dans l'énergie, qui lui, c'est son domaine. Super 8, c'est son domaine à lui. Tu auras peut-être quelque chose à lui dire aussi là-dessus. Qui vous explique ce qui se passe dans l'énergie, qui le chiffre, et là vous allez voir que on est réellement foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce que je vous disais tout à l'heure, si Nord Stream n'est pas réparable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'acheminer le gaz russe chez les Allemands et chez nous, eh bien, on va prendre sur la gueule une récession qui va être un monument. Vous l'aurez dans les livres d'histoire. Hein. Parce que la croissance, le PIB, c'est de l'énergie transformée. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de croissance. D'accord ? C'est là qu'on va regretter un petit peu Alors, ça m'amuse parce que vous avez Bruno Le Maire qui nous explique que on est moins touché que les Allemands. Évidemment, on ne produit plus rien. Donc on est moins touché que les Allemands. Ça, il a raison. Pour une fois, il a dit quelque chose d'à peu près intelligent. Oui, nous serons moins touchés que les Allemands. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas touché. Moi, je peux vous dire que je discute tous les jours avec des chefs d'entreprise, que tous les jours, les gars me disent, mais on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas payer ce qu'on nous demande de payer. C'est pas possible. Des entreprises petites, moyennes, jusqu'à grosses, qui aujourd'hui ne peuvent pas payer ce qu'on leur demande de payer en électricité ou en gaz. Donc, ne croyez pas que toutes les bêtises de Monsieur le maire qui va nous expliquer, qui va réindustrialiser, etc., les seuls qui vont réindustrialiser aujourd'hui, parce que ce sont les seuls qui payent leur énergie au plus bas, ce sont les Américains. Il n'y en a pas d'autres. Et croyez-moi, si en plus Monsieur Macron continue à livrer des armes, à envoyer des gars là-bas, toutes les sociétés françaises qui ont des filiales en Russie, etc., ça va être très clair. Les Russes vont les virer et vont reprendre les actifs. Ça va coûter des milliards. Ça va coûter des milliards. Donc, arrêtons ce cirque. Arrêtons ce cirque. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs personnes intelligentes, ce n'est pas le cas de notre gouvernement, mais qui ont dit, notamment d'ailleurs Trump, qui a dit il faut arrêter ça. Parce que sinon, on va finir par du nucléaire, par se prendre du nucléaire sur la gueule. Donc il faut arrêter ça, il faut se mettre autour d'une table, il faut faire ce que demande d'ailleurs M. Poutine, parce qu'il ne demande rien d'extraordinaire, contrairement à ce que Mme Nathalie Loiseau vous explique. Monsieur Poutine, il ne va pas aller envahir ni la Pologne ni la France. C'est ridicule. Monsieur Poutine, il est là pour arrêter les bombardements au Donbass. Il veut que les 4 républiques du Donbass deviennent autonomes, indépendantes et ne soient pas soumis au délire de M. Zelensky. Et il veut que la Crimée, dans lequel, je vous rappelle, il y a eu un référendum, appartienne à la Russie, et il veut que l'OTAN cesse d'avancer et que l'Ukraine ne soit pas membre de l'UE. C'est tout ce qu'il veut. Ben vous savez quoi ? Il faut lui donner. C'était les accords de Minsk. Pas plus, pas moins. Et ça a été rompu par l'Ukraine. Donc, il faut revenir à ça.
Et vous verrez que si on négocie sur cette base-là, il ne se passera plus rien. Et on pourra enfin redevenir dans un pays normal, avec un environnement normal. On n'a pas à aller acheter du gaz aux Américains, du gaz de schiste. On a du gaz qui est très bien et qui sort de Russie. Depuis des années et des années, Poutine tend la main à l'Europe. Qui est-ce qui crache dans la main? C'est les Européens et les Américains. Il y a un moment où il faut arrêter. C'est débile. C'est complètement idiot. Ce type-là a toutes les matières premières. Ce pays-là a toutes les matières premières. On était des pays frères il y a 100 ans. On était des pays frères. En Russie, de toute la haute société parlait français. Et vous préférez quoi? Vous préférez un pays qui est dirigé de façon totalement antidémocratique par quelqu'un qui n'est pas élu. Parce que Biden, c'est pas lui qui dirige. Il a le cerveau complètement cramé. C'est pas lui qui dirige. C'est bien des gens qui n'ont pas été élus. Ça gêne personne. Ces gens-là font des opérations, bombardent des dizaines de pays, ont leur armée dans des dizaines et des dizaines de pays, font des règles qu'ils imposent à tout le monde. Ça gêne personne. Ça gêne personne. Je me demande si parce que du coup, on parlait de ce scénario de retrouver en fait une vie à la normale, etc. Mais si on réfléchit bien et on partait du scénario selon lequel justement Poutine jouerait aux échecs contre du coup les Américains, et pour faire échec et mat, au final, ce qu'il cherche à gagner, lui ou les Américains, c'est tuer le dollar. Parce que c'est ça l'échec et mat en fait, hein, c'est de remplacer le pétrodollar par une autre monnaie qui serait la monnaie imposée par le bloc russe, Chine et pays émergents. En fait, je pense qu'il devait, à mon avis, tout le bloc chinois, russe et pays émergents préparer depuis des années en fait avec les stocks d'or leurs pièces. Ils ont développé leur jeu justement avec cette guerre-là, hein, donc, qui a été provoquée ou autre. Mais je pense pas qu'on reviendra dans un monde comme avant. En fait, l'échec et mat, ça va être la fin du dollar. En fait, c'est soit le dollar, c'est la fin, soit le dollar survit, soit c'est la nouvelle monnaie du bloc Chine, Russie et autres pays émergents qui est backé par de l'or, qui prend la place du dollar, soit c'est le dollar qui arrive à subsister, qui écrase ces blocs-là. Mais je pense qu'on n'aura pas d'entre-deux, on n'aura pas de retour à la normale, tu vois. Parce qu'ils sont en train de jouer aux échecs, et en fait, là, si tu veux, le scénario ukrainien, c'est comme s'ils attaquaient les pions, ils sont en début de partie, tu vois. Ils plaçaient d'abord leurs pions, là, ils sont en train de défoncer un peu les pions, et ils enclenchent la deuxième pour aller dans la deuxième partie du jeu, qui est cette fois-ci d'aller attaquer le roi. Le roi, entre guillemets, bah, c'est le dollar, tu vois. Et ensuite, on veut remplacer ce roi par une nouvelle monnaie, et soit on n'arrive pas à remplacer ce roi et c'est eux qui nous mettent en échec et mat et qui Non, nous mais je défoncent. crois pas que ça va se passer Je comme pense ça. que c'est, Sylvain. je pense que c'est ce jeu-là qu'ils sont en train de faire en fait, tu vois, c'est plus global Là, en fait. aujourd'hui, ils détruisent un concurrent qui est l'Allemagne. D'accord? Alors l'Allemagne pour moi c'est le pion, en fait la vraie cible derrière ça c'est le dollar en fait. Si tu veux, l'Europe, Oui, non, mais c'est le milieu de jeu, c'est attends. juste le pion, quoi. C'est l'intermédiaire. Attends. Mais la vraie cible, c'est le dollar, en fait, tu vois. Non, mais c'est pas la vraie cible des Américains. La vraie cible des Américains, c'est l'Allemagne et derrière, c'est l'euro. Parce que tu supprimes, en fait, un des concurrents. Alors, c'était pas un gros concurrent, mais enfin, un des concurrents quand même, du dollar. Ensuite, pourquoi ils font ça? Ben, tout simplement parce que, en effet, là, ton analyse est bonne, c'est que la Chine, manifestement, est en train de préparer une monnaie qui soit une monnaie basée sur l'or et probablement convertible en or
ou en panier de métaux. Après, tu peux avoir le platine, tu peux avoir l'argent qui est dedans, tu peux bon, parce qu'ils en font aussi des stocks importants. Donc évidemment, tu peux avoir un panier de métaux. Mais je ne crois pas que la Chine, dans un premier temps, cherchera à faire, d'abord parce que je ne pense pas que ce soit possible, mais cherchera à faire une monnaie mondiale. Je pense que la Chine, au départ, elle va vouloir faire une monnaie qui soit asiatique, probablement avec la Russie, mais asiatique. Et ça, ils ont les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'ils virent complètement le dollar de la zone Asie. Ils virent complètement le dollar. Et ils laissent, et en fait, tu te retrouves avec deux blocs, parce que le yen aura sauté d'ici là aussi. Hein, donc, le yen qui, je rappelle pour certains, peut-être Super 8 qui n'a pas encore vu ça, que le yen a baissé de 40 et quelques pourcents. Hein, donc, on était entre 90 et 100 pendant des années. On est passé maintenant à 140 et quelques. Donc, il a déjà baissé de 40%. Je pense qu'il va continuer. Donc, vous aurez en fait deux blocs. Vous aurez yuan ou un autre nom, peu importe, mais vous aurez une monnaie chinoise, etc. Est-ce que le reste des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Inde, vont se plugger là-dessus? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'au départ, il y aura cette monnaie chinoise. Peut-être que l'Inde la rejoindra dans un deuxième temps. Peut-être que le Brésil les rejoindront. J'en sais rien, mais en tout cas, vous aurez d'un côté le yuan et de l'autre côté le dollar. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas très inquiet pour l'instant pour le dollar. Pourquoi? Parce que le jour où les Chinois annoncent leur nouvelle monnaie, ils ne vont pas laisser les étrangers en acheter. Aujourd'hui, tu ne peux déjà pas acheter du yuan. Tu peux acheter du CNY, c'est-à-dire en fait, le yuan qui est réservé aux étrangers, mais qui n'est pas convertible, d'ailleurs, avec celui qui est en interne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont la possibilité de créer ce yuan convertible et basé sur l'or, et puis de l'interdire, entre guillemets, aux étrangers, de le changer en interne et de le réserver dans un premier temps à la Chine, puis ensuite de l'étendre sur l'Asie, et puis peut-être de l'étendre aussi, pourquoi pas dès le départ sur la Russie, mais de l'interdire aux Occidentaux. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont joué le yuan en se disant il va être convertible, etc., ils se font baiser parce que les Chinois leur disent non, celui-là il n'est pas convertible, donc allez vous faire voir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous vous retrouvez avec un affrontement entre deux monnaies. Vous avez la zone dollar, l'euro étant mort, nous on fonctionnera avec un truc qui sera plugué au dollar, hein. Et servitude volontaire. Et donc, vous aurez cette zone dollar et cette zone yuan. Et justement, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un euro qui s'écroule, vous avez un yen qui s'écroule. Vous ne pouvez pas acheter du yuan. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez du dollar. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, si vous voulez, dans un premier temps en tout cas, après on verra, mais dans un premier temps en tout cas, le dollar va continuer à monter. Parce que, je vous dis, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez pas accéder, dans un premier temps en tout cas, vous ne pourrez pas accéder au yuan pour moi. Et donc, ils feront exactement ce qu'ont fait les Russes d'ailleurs, là quand
quand les Européens ont voulu acheter du gaz, mais que de l'autre côté, ils leur saisissaient leurs réserves en dollars et en euros, qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ont dit, ben, vous savez quoi? Du rouble, il n'y en a pas à l'extérieur de la Russie. Et ben, vous allez payer en rouble. D'accord? Ben, les Chinois, ils peuvent faire à un moment la même chose. C'est-à-dire leur dire, et à ce moment-là, ben, ça revient à quoi? Ça revient à payer en or, puisque vous ne pouvez pas aller chercher du rouble, que vous n'en avez pas à l'extérieur. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous payez en or. Et à ce moment-là, les Chinois peuvent faire exactement la même chose. D'accord? Donc, dire à un moment, ben non, le yuan, c'est pour nous en interne, ou dans la zone dans laquelle on veut que ça soit ce yuan. Mais en revanche, vous, Américains, ben, vous voulez nous acheter quelque chose? Vous payez en yuan. Ah ben oui, mais monsieur, vous ne nous donnez pas accès au yuan. Alors, vous payez en or. Voilà. Donc, Oui, et oui, là, oui. fin de On- l'histoire. C'est-à-dire que tu te retrouves avec deux blocs. Alors oui, dans un premier temps, il est assez probable que je te dis, contrairement à ce qui est intuitif, c'est de dire, bah, le jour où ils font ça, bah, le dollar s'écroule. Ouais, mais non. Parce que le jour où ils font ça, s'ils le font comme je le dis là, bah, le dollar s'écroulera pas. Le dollar, il restera fort parce que tu n'auras pas le choix. Tu vois, tu pourras pas aller acheter du Han. Alors tu peux peut-être te rabattre sur le franc suisse, mais il y en aura pas assez pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Oui, oui, non, ma thèse, c'était pas de se dire que le dollar allait descendre ou pas, hein. C'était juste de comprendre les enjeux derrière ce conflit, parce qu'en fait, on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils vont se battre pour un morceau de territoire ou autre, ça n'a pas de sens. En fait, si ça a un sens dans un espèce de jeu plus global préparé sur une vingtaine d'années. Parce que les pièces de cette monnaie, de cette fondation, de ce bloc, ils les ont pas créées du jour au lendemain. Ça fait des années que ça se prépare, hein. Ils ont acheté des stocks et des quantités d'or astronomiques, que ce soit en Chine ou en Russie depuis des années. Euh, t'as les Américains qui font monter la tension avec la Chine déjà depuis un petit moment. Tu te rappelles, pendant la crise Covid, il y avait des histoires sur les actions chinoises et sur des dirigeants chinois. Donc bon, tout ça, ça vient pas du jour au lendemain, ça s'est pas fait par magie. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, bah, de toute façon, tu l'as déjà dit, mais l'euro dans cette espèce de monde qui va se repolariser, parce qu'on était dans un monde mondialisé où tout le monde échangeait avec tout le monde à flux tendu. Là, le monde va se repolariser. Il y aura deux gros blocs, comme tu l'as dit, États-Unis avec leur dollar, les autres avec une autre monnaie. Nous, notre monnaie, elle sera pégée, à mon avis, hein, comme c'est le cas pour pas mal d'autres pays. Mais dans ce cas-là, il faut déjà se préparer entre guillemets à avoir au moins des métaux précieux, de l'or, enfin tout ce que tu conseilles dans la lettre, parce qu'avoir juste de l'euro, ça sera une monnaie de singe en fait, hein, c'est quasiment évident. C'est pas une puissance, en tout cas il y a pas assez de puissance pour donner le change dans ce bloc-là. Et puis on n'a pas envie de s'affirmer en tant que bloc européen. On le voit bien, hein, l'Union européenne se calque sur les États-Unis, mais ne cherche pas à avoir sa propre vision des choses en fait. Et Mmh. donc sa monnaie ne sera pas indépendante, elle sera dépendante. Et dépendante du bloc, bah, du coup, qui la domine, entre guillemets. Donc c'est soit tu as la monnaie du numéro un, c'est le dollar, celui qui donne les ordres, soit bah, tu gardes ta monnaie numéro 2, mais dans tous les cas, elle vaudra plus grand-chose, quoi. Mmh. Nous sommes d'accord. On a une petite question, déjà 1h30 qu'on est en live, 5500 personnes avec nous en direct. Il y a moins de bitcoin que de francs suisses, Olivier, et c'est plus facile à se procurer, c'est le but de la crypto. Anthony qui essaye de te closer sur la crypto. Qui dit... Non, mais Bah, je vais pas recommencer sur la crypto. J'ai dit 100 fois ce que j'en pensais. Regardez les émissions antérieures. Je vais pas recommencer là-dessus. Mais là non plus, ne croyez pas que c'est un refuge. Voilà. Donc, je l'ai dit 10 fois, donc je vais pas hmm. recommencer là-dessus. On a réellement, enfin, je veux dire, on est dans quelque chose qui dépasse de beaucoup
la finance qui dépasse de beaucoup, même, même l'économie, même l'économie réelle, c'est-à-dire on est vraiment, et c'est ce que j'ai dit dans plusieurs de mes lettres, on est dans un changement de modèle. On est dans un changement de modèle qui s'affronte. Vous avez d'un côté la Chine, la Russie, qui sont pas très progressistes, si vous voulez. Et puis vous avez de l'autre côté les Américains, les Canadiens, les Européens qui sont dans leur idéologie progressiste. Donc c'est deux mondes qui s'affrontent avec, avec deux visions des choses, avec des Américains qui sont dans déjà dans le métaverse probablement, et qui donc dans un monde virtuel, et puis de l'autre côté vous avez des gens qui ont un petit peu plus les pieds sur terre. Donc voilà, donc et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très différent si vous pensez que vous êtes dans une crise, parce que si vous pensez que vous êtes dans une crise, je dirais une fois la crise résolue, une fois la crise calmée, vous revenez à l'état d'origine, vous revenez comme avant. D'accord? Donc vous avez à un moment, parce que vous avez déconné, vous avez une crise de foi, vous arrêtez de, 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 de déconner, quelques jours plus tard, vous avez plus mal au foie et le truc est réglé. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Si vous, je pense qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on est dans une crise et que donc, une fois que ça sera réglé, on reviendra à la situation d'avant. Eh bien, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Nous ne sommes pas dans une crise. Nous sommes dans un véritable changement de modèle. Et un changement de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne reviendrez pas à la situation d'avant. C'est tout. Ça veut dire que, alors, vous serez dans une autre, vous évoluerez dans un autre univers, dans un autre couloir, si vous voulez, qui sera complètement différent. Et c'est bien ça d'ailleurs qui est compliqué, c'est que une crise, bon, vous savez que à la limite, vous faites un peu le dos rond, ça va durer 6 mois, un an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, j'en sais rien, mais vous reviendrez sur les niveaux d'avant, vous reviendrez sur le modèle d'avant. Là, c'est pas le cas. Là, vous allez complètement changer de modèle. Ça veut dire que vous ne savez pas, comme vous ne savez pas, ni moi non plus, hein, comme vous ne savez pas quel va être le prochain modèle, eh bien, c'est compliqué, parce que si vous faites le dos rond, là, vous pouvez être sûr d'une chose, si vous ne changez pas votre logiciel en tout, si vous ne changez pas votre logiciel, eh bien, vous n'allez pas survivre. C'est ça la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut réellement changer complètement le logiciel. Et sur la gestion, là aussi, c'est très intéressant ce qui se passe, parce que vous avez des gens qui, manifestement, n'ont pas changé de logiciel. C'est-à-dire qu'ils ont toujours les mêmes réflexes. Ils ont toujours la même façon de penser. Alors qu'ils sont tous d'accord, si vous les interrogez, ils sont tous d'accord sur le fait que l'environnement a complètement changé. La société a complètement changé. Je pense que nos gosses, c'est pas les poilus de 14-19, 14-18, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir. Donc la société a complètement changé. L'environnement économique a complètement changé. Et malgré tout, les gens, ils continuent à raisonner comme avant. Et c'est pour ça que je leur dis, attention, en gestion, vous ne pouvez pas fonctionner avec le logiciel d'il y a 40 ans. Parce que le logiciel d'il y a 40 ans, il est entièrement périmé. Mais entièrement. Donc ça veut dire qu'il faut que vous changiez le logiciel.
ce qui marchait, ce qui était évident, les réflexes que vous aviez avant, les corrélations que vous aviez avant, n'existent plus aujourd'hui. C'est pour ça que Sylvain va tout de suite savoir de quoi je parle, mais quand vous montez un fonds, quand vous montez un produit boursier, vous faites ce qu'on appelle du backtesting. Le backtesting, c'est quoi? C'est de regarder si vous aviez appliqué votre modèle dans les années passées, est-ce que ça aurait fonctionné? Est-ce que ça aurait dégagé de la valeur? Eh bien, aujourd'hui, si vous backtestez, vous avez de grandes chances de vous planter. Pourquoi? Parce que les corrélations que vous aviez il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et pourquoi, en grande partie, ces corrélations ne fonctionnent plus? Tout simplement parce que vous avez les banques centrales qui, depuis 12 ans, faussent ces corrélations en instaurant sur les marchés ce qu'on appelle un put, c'est-à-dire que les banques centrales sont là pour soutenir les marchés, sont là pour en fait fausser les prix de marché. Les banques centrales ont mis de manière totalement artificielle les taux à zéro. Donc elles ont changé tous les calculs qu'on pouvait faire sur les actions, sur le rendement des actions, etc. à terme. Tout ça, ça a été faussé parce que les banques centrales ont mis les taux à zéro de manière totalement artificielle. Donc ça veut dire que depuis 12 ans, on n'est plus dans des marchés. On est dans des marchés qui sont administrés par les banques centrales. C'est elles qui fixent les prix. C'est pas le marché qui fixe le prix, c'est elles qui fixent les prix. Et ça a faussé complètement les choses. Si bien que aujourd'hui, si vous backtestez quelque chose et qu'on revient dans un modèle où ça va être le marché qui va décider, votre backtesting, il ne sert à rien. Et c'est pour ça que je vous dis, alors le backtesting, c'était un exemple, mais si vous continuez à réfléchir comme vous réfléchissiez avant, c'est foutu, vous allez dans le mur. Donc il faut changer de logiciel. Il faut que je vous dis, les corrélations, les modèles que vous aviez avant ne fonctionneront plus. Donc il faut aller vers d'autres. Voilà, donc là je parle je peux parler de beaucoup de choses, de l'immobilier, des taux d'intérêt, des réactions des banques centrales, des actions par rapport aux obligues, etc. Tout ça s'est cassé. On a cassé si vous voulez, l'algorithme qu'on avait avant, on l'a pété. À partir de ce moment-là, il faut en réinventer un autre, mais ça va être long. Mais en attendant, tout ce que vous pensiez savoir, ou vous pensiez avoir appris des années précédentes, n'est plus vrai. Donc attention à ça, parce que si vous continuez avec un logiciel qui n'est pas le bon, vous allez vous planter systématiquement. Oui, parce que de toute façon, on rentre dans un monde qui se polarise, donc dans tous les cas, il y a absolument tout qui va changer, que ce soit sur les transferts, le commerce, les devises et forcément du coup les actions. Écoute Olivier, 1h40 qu'on est ensemble. C'est bien. 1h40 qu'on est ensemble. Il y a Anthony Monero, celui qui te parlait du Bitcoin, qui te dit Olivier, je te kiffe, entre guillemets, c'était juste pour te taquiner qu'il avait dit ça. Et après il a dit, la France a besoin d'un fonds crypto. Mais bon, je pense qu'il veut juste un petit peu te taquiner. Mais non, mais bon. On en discutera, mais en privé, je vais pas... Alors il y en a qui demandent qu'est-ce que va devenir le franc CFA en Afrique. Il ferait bien de changer leur franc CFA contre, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, contre du yuan convertible en or, parce que c'est les Chinois qui sont en train de prendre pied de plus en plus en Afrique. Moi, je pense que le franc CFA, c'est une manière
monstrueuse de tenir l'Afrique de la part de la France, puisque aujourd'hui, aucun pays d'Afrique ne peut avoir de l'argent qui rentre ou qui sort de ce pays d'Afrique sans que ça passe par Bercy. Donc ça veut dire que c'est pas le président que vous avez qui, dans les pays d'Afrique qui sont dans la zone CFA, c'est pas le président qui commande, c'est Bercy. Voilà. Si vous avez, d'ailleurs, vous en avez eu quelques-uns qui ont voulu remettre en cause le franc CFA et le franc CFA, et curieusement, ils sont plus là pour en parler. Donc la France les a fait descendre et donc voilà, la France veut garder la main sur les pays pour leur piquer leurs matières premières sans contrepartie. Parce que aujourd'hui, pourquoi je dis sans contrepartie? Pas parce que on file pas des milliards à l'Afrique, simplement parce que on les file, mais on les file sans leur donner la moindre chance d'en profiter. En gros, tant que les Africains ne pourront pas accéder, je dirais, à l'étage du dessus, c'est-à-dire à la transformation des matières premières, et on fait bien en sorte qu'il n'y ait pas accès. En fait, tant qu'ils seront utilisés pour extraire des matières premières et s'arrêter là et les vendre à l'étranger, et tant qu'ils ne les transformeront pas sur place, il n'y aura pas de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle est dans la transformation de la matière première. Elle n'est pas dans la matière première. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont maintenus dans un état où ils sortent les matières premières de leur sol et ils n'ont pas accès à la transformation de ces matières premières, donc ils n'ont pas accès à la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle se fait où? Elle se fait en Occident. Et uniquement. D'accord? Tant que c'est ça, on peut déverser des milliards sur l'Afrique, il ne se passera rien. L'Afrique n'aura pas accès à la valeur ajoutée. Tant qu'elle n'a pas accès à la valeur ajoutée, ça restera des pays pauvres. Voilà. Donc, et le franc CFA est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas accès. C'est tout. Donc, tirez-en les conclusions. Merci, alors, je ne vous dis monsieur. pas que ça sera mieux avec les Chinois, hein, mais je ne vous dis pas que ça sera mieux avec les Chinois. Mais tant que vous n'avez pas accès à la valeur ajoutée, c'est off, il ne faut pas espérer un développement de l'Afrique. Et comme vos présidents, vos dirigeants sont dans la main de la France parce que totalement corrompus, eh bien, vous avez l'argent qui part directement sur leur compte en Suisse et non pas pour la population. Voilà. Bon, et ben écoute, ça confirme bien. Je t'entends pas, Sylvain. Et là, tu m'entends? Ah, voilà. C'est mieux quand on appuie sur le on du micro, c'est mieux. C'est toujours mieux. Alors, ce qu'on disait, c'est que on ment pas hein, quand on a mis sur la page de présentation de ta lettre, viens prendre ta claque chaque semaine que t'envoies, que t'es l'analyste et voire même l'économiste le plus cash de France. Vous l'aurez compris dans cette vidéo. Olivier aime distribuer des claques. La prochaine, vous la recevrez par mail mercredi. Il y aura un extrait justement de sa lettre leak numéro 12. Inscrivez-vous, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez recevoir les prochains numéros. Bon, bah écoute, je pense que c'est pas mal. 5500 personnes au plus haut, 1h44 de live. Je pense que... Mais c'est bien, c'est bien. Bon, là, t'as mis pas mal de claques, là. Hein. Tout le monde avait pris pour son grade, là. Qu'est-ce que tu veux, s'il faisait moins de bêtises, on aurait moins de claques à distribuer. Hein, donc, ouais. Eh ben, okay. écoute, bien, je regarde... à très bientôt.
Ouais. À très bientôt. Alors pour ceux qui me suivent ailleurs, sachez que j'ai repris déjà depuis un moment les C-Cash, hein, que vous pouvez retrouver sur Odyssée, parce que Odyssey est une alternative à Yahoo. Yahoo enfin pardon, YouTube est fermé pour RT. En revanche, vous pouvez les voir sur Odyssey, ou pour ceux qui ont un VPN, vous pouvez aussi y avoir accès. Donc, vous pouvez voir les vidéos que je fais là-dessus. Et puis, voilà, et puis avec notre ami Sylvain, assez régulièrement. Oui, oui, oui. Et je pense que le prochain truc qu'on va s'organiser en novembre, et on en parle depuis un moment, c'est ce dîner en Bretagne. Il faut absolument qu'on Ah, il l'organise. faut, il faut qu'on fasse. Et puis, J'ai envie de pour ceux manger en qui, plus des bonnes galettes bretonnes. Ça va être bien ça. voilà, On et va pour bien ceux boire, on qui va bien habitent manger. Paris, pour ceux qui habitent Paris, il faut que rapidement je fasse un after work, hein. Donc, je vais essayer de vous organiser ça rapidement. Voilà. Donc, Eh ben merci écoutez, à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. et on lance le Euh, jingle de la fin. Exactement. Je vais te les disperser façon Raoul, moi, tu vas voir. Et je vous dis, on vous emmerde, on vous taxe, on vous pourrit la vie parce que vous avez pas bien trié une poubelle. Le monde entier se pose la question de savoir ce qui se passe en France. On vous demandera de mettre des préservatifs, alors sur la tête, bien évidemment.